Bonsoir et bienvenue pour le 7-8, votre rendez-vous d'information sur TV Fil 78. La rédaction vous propose ce soir un nouveau débat autour du mariage pour tous. 15 jours après les opposants à ce projet, ces défenseurs doivent, eux, se réunir dans la rue ce dimanche. En plateau, Sandrine Grandgambe, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la responsable du PS dans les Yvelines, également conseillère régionale, et vous êtes favorable à l'ouverture du mariage aux couples homosexuels, tout comme Aurore Berger à vos côtés. Bonsoir. Bonsoir à vous. Chargée de mission à l'UMP, vous êtes l'une des rares à l'UMP, justement, à avoir fait part de cette position. On verra ce qu'en pense Alexis Biette. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le maire UMP de Voisins-le-Bretonneux. Vous vous opposez donc à ce changement, ainsi que Benoît de Saint-Cernin. Bonsoir, membre du collectif Manif pour tous, porte-parole de l'association Les Adoptés également. Bonsoir. Bonsoir. Avant de vous laisser débattre, voici les principaux titres de cette édition, quelques-uns des sujets que nous allons développer au cours de la prochaine heure. Les étudiants de l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines mobilisés à l'appel de l'UNEF pour préparer la manifestation de dimanche en faveur du mariage pour tous. Vous entendrez d'ailleurs sa présidente et ses explications. Vie locale, le quartier Gare Bécane à la Verrière est un projet très attendu. Cela faisait 40 ans qu'il n'y avait eu aucune construction dans cette ville. Des réunions de concertation se mettent en place. Tisser le lien intergénérationnel entre les très jeunes enfants et les pensionnaires d'une maison de retraite, c'est l'objectif de l'association Les Petits Ateliers de Benjamin à Montigny-le-Bretonneux. Ses responsables seront aussi en plateau tout à l'heure pour nous en dire plus. Et puis du sport, les footballeuses de Montigny-le-Bretonneux qui devaient disputer un match de Coupe de France ce week-end face au PSG. Il a été annulé à cause du mauvais temps, vous le voyez, mais les solutions de remplacement proposées par la fédération ne sont pas au goût du coach local. Et puis à noter en seconde partie d'émission un point complet sur l'économie, la chronique de l'écho avec Catherine Zulato. Le mariage pour tous, présentation du projet de loi le 29 janvier et nouveau débat sur TV Fil à suivre dès à présent. Pour entamer les discussions, voici une phrase, elle est signée de la porte-parole du gouvernement. La voici, la détermination du président Hollande à faire voter le mariage pour tous est évidemment sans faille. Et elle a ajouté que ce serait le message donné demain aux opposants qui doivent échanger avec lui à l'Elysée. Qu'en pensent Benoît de Saint-Cernin et Alexis Biette? Toute cette mobilisation, finalement pour pas grand-chose, la position du président n'a pas changé, c'est le Parlement qui devra trancher. La mobilisation a été considérable, énorme. On n'avait pas vu ça, je crois, depuis bien des dizaines d'années en France et en plein mois de janvier. Donc c'est une mobilisation très très importante. Maintenant, nous, ce que nous demandions, puisque vous venez de le citer, il y a un refus, c'était qu'il y ait un grand débat national sur ce sujet-là. Parce que c'est un sujet qui n'est pas simple. Et nous avons voté en conseil municipal une motion avec pratiquement l'unanimité, je dirais, du conseil, pour demander ce grand débat national, parce que les choses ne sont pas aussi évidentes que ça et aussi simples que ça. Forte mobilisation il y a 15 jours et finalement la position du président qui ne change pas, à votre avis ? Parce que je pense qu'en fait, très sincèrement, je pense que ce dossier en fait a été mal présenté et le président de la République aujourd'hui défend une idée qui au départ peut paraître tout à fait égalitaire, et je comprends très bien, qui correspond à l'aspiration de, on va dire, la communauté homosexuelle. Je comprends très bien la chose. La seule chose, c'est que depuis qu'enfin a commencé ce débat, on se rend compte qu'il y a finalement plein d'autres conséquences. Je parlerai des conséquences sur l'adoption, mais il y a plein d'autres conséquences et finalement ça va beaucoup plus loin que l'idée de départ. Et tout ce qu'on a pu faire avec la mobilisation et tout ce qui se prépare encore, parce que celle du 13 n'est pas la mobilisation finale, c'était la première mobilisation. C'est le 2 février, la prochaine mobilisation. Voilà, là c'est des mobilisations vis-à-vis des préfectures. Mais l'idée c'est qu'en fait, je dirais d'alerter et de faire comprendre qu'il y a en fait plein d'autres conséquences qui, je pense en plus en toute honnêteté, ceux qui ont proposé ce projet au départ n'avaient peut-être pas vu toutes ces conséquences. Et je pense qu'aujourd'hui, le président de la République, il est d'une certaine manière engagé par sa promesse. Et quand il dit qu'il a été élu, que c'était dans son programme, c'est vrai. Mais je pense que ça avait été insuffisamment préparé, que maintenant qu'on découvre l'ensemble des conséquences, et qui ne s'arrête pas qu'à l'adoption, l'ensemble des conséquences, il y a effectivement une crispation du pays. Et je pense que c'est ce message qui n'est pas compris en ce moment, c'est qu'il y a vraiment une crispation autour du sujet. Sandrine Grandgambe pour le Parti Socialiste. Oui, c'est quoi, c'est une promesse de campagne qu'ils se sont obligés de tenir, François Hollande, aujourd'hui ? Non, absolument pas. Alors, on ne découvre pas le sujet. On a déjà eu ce débat au moment du Pacs. La réflexion, elle existe depuis des dizaines d'années dans ce pays. On a suivi aussi ce qui se passait dans les autres pays, en Espagne, voir les évolutions
qui ont été proposées dans d'autres pays. Il se trouve qu'à un moment donné, voilà, il faut faire avancer les choses, et pour faire avancer les choses, il faut à un moment donné que la loi elle soit présentée, discutée, votée. Donc les associations, les partis politiques, ça fait déjà longtemps qu'on a eu l'occasion de s'exprimer, de se confronter à ce thème, et c'est suite à ces débats un peu partout dans la société que cette proposition a émergé comme une avancée absolument indispensable aujourd'hui pour répondre à des questions qui se posent et pour lesquelles on n'avait pas de réponse. Donc à un moment donné, il faut apporter des réponses et on ne peut pas éternellement dire qu'il faut débattre pour arriver à en fait repousser quelque chose dans le temps qui doit à un moment donné être tranché. Et c'est le rôle de nos parlementaires et de l'Assemblée nationale et du Sénat de trancher. Aurore Berger pour l'UMP. Alors je le rappelle, votre position est un peu particulière. Vous défendez cette réforme au final de mariage pour tous. À l'UMP, on est plutôt opposé. Vous avez fait connaître votre position au travers d'un billet sur le site du Nouvel Observateur. D'ailleurs, ensuite, quelques élus UMP se sont aussi déclarés favorables, ils vous ont un petit peu suivi. Quel regard vous avez là-dessus ? Alors, déjà, pour répondre à la première partie, je suis assez d'accord sur la méthode qui a été employée par le gouvernement et le président de la République, à mon avis, n'est pas forcément la bonne. C'est-à-dire que d'un côté, il a refusé finalement qu'il y ait un véritable débat qui s'ouvre, et en même temps, il n'a pas fait voter la loi immédiatement. Il aurait pu tout à fait faire en sorte que cette loi soit une priorité et soit votée dès l'été. Donc je pense qu'il y a eu en effet une période de flou et qu'il y a en effet une crispation dans la société qui, moi, me gêne et qui me gêne aussi, et vous m'excuserez, parce que la libération de la parole homophobe que moi je ressens, et je ne suis pas la seule à le ressentir, me gêne et me choque. Et c'est aussi pour ça, je sais que ça n'est pas votre cas, sauf qu'à un moment, dans un certain nombre d'arguments qui sont avancés contre le mariage pour tous, on ressent cette libération de la parole homophobe. À force de laisser trop de place à la discussion, ça dérape quelquefois. On laisse de la place à la discussion sans en laisser. Et puis c'est vrai que François Hollande qui tarde à recevoir les opposants pour finalement dire avant de les recevoir que de toute façon, il ne se passera rien de nouveau. Je ne suis pas sûre que la méthode soit bonne et je suis en tout cas sûre d'une chose, c'est que là où on aurait pu finalement avoir cette fameuse société apaisée, réconciliée dont nous parlait François Hollande pendant sa campagne et au début de son mandat, on a une société qui est très crispée, qui se radicalise probablement des deux côtés. Ça, c'est une évidence, c'est un constat et c'est un constat d'échec qui, je pense, qu'on peut tous partager ici. Sandrine Grandgorme du Parti Socialiste n'est pas d'accord avec vous. Je pense que si la méthode avait été meilleure, on n'aurait peut-être pas eu ces mobilisations, on n'aurait peut-être pas eu ces crispations et on n'aurait peut-être pas eu ce niveau de tension qu'on atteint aujourd'hui dans ce pays. Et puis d'ailleurs, même François Hollande lui-même, quand il a parlé de liberté de conscience pour les maires, on sent bien qu'il y a eu un moment de flottement. On sent bien qu'il n'est pas tout à fait à l'aise, qu'il ne sait pas lui-même exactement où il veut aller. Donc tout ça sont des arguments qui sont utilisés par les opposants. Et puis ça met aussi les partisans de ce projet assez mal à l'aise parce qu'ils disent finalement où est la volonté, où est-ce qu'on en est. On va parler du fond justement. Vous allez nous expliquer pourquoi sur le fond vous êtes d'accord. Peut-être vous souhaitez réagir sur la forme justement qui était dénoncée là par Aurore Berger. Je n'ai pas du tout d'état d'âme par rapport au projet. Il n'y a pas de crispation. En tout cas, ceux qui sont favorables à ce projet. Alors moi, je ne comprends pas trop ce débat sur à la fois on va trop vite, on ne va pas assez vite. Enfin, à un moment donné, il y a le temps de la discussion. Moi, j'engage tous ceux qui sont intéressés par le sujet à aller sur les sites de l'Assemblée nationale, voir les débats qui sont filmés, qui sont très intéressants. Tous ceux qui ont été auditionnés. Donc, quand on dit il n'y a pas de débat, il n'y a pas d'échange, si, il y a des auditions qui sont faites, qui permettent aussi aux citoyens de s'approprier ce sujet. Et puis, à un moment donné, il faut passer par la loi et donc passer devant l'Assemblée. Vous n'avez pas l'impression qu'il y a eu un débat de discussion Non, mais justement, je voudrais répondre à madame. Moi, j'ai été entendu en audition officielle par Erwan Binet, que je salue, le député socialiste rapporteur du projet. On a eu une conversation, je dirais, courtoise, mais ça n'a pas été un débat et un échange d'idées, parce que c'est un peu à l'image de ce que François Hollande dit aujourd'hui, c'est-à-dire « je vous reçois, mais de toute façon, ça ne changera rien ». Donc, ce n'est pas ça un débat. Et que ça se passe à l'Assemblée nationale ou dehors, c'est pas ça un débat. Et c'est bien le problème, et je confirme ce que dit madame, sur la crispation, c'est qu'on n'a pas l'impression d'être dans un débat, on a l'impression de taper sur un mur. Et en plus, dès qu'on avance des arguments, tout de suite, la parade riposte, c'est « vous êtes homophobe ». Je dis au sens large, pas spécialement certains individus. Vous êtes homophobe. Alors que ce n'est pas de l'homophobie du tout dont il s'agit dans ce problème-là. Seulement, on n'est pas dans un débat. On a décidé et la porte est fermée. Et on l'a vécu à l'Assemblée en audition officielle. Vous pourrez prendre les rapports, j'ai été entendu. Moi, je n'ai vraiment ressenti aucun sentiment d'homophobie dans la grande manifestation du 13 janvier. Mais franchement, aucun. Il y a eu quelques dérapages. Et je pense que... écoutez, je ne les ai pas vus, vraiment. Et dans la grande majorité, vraiment, j'ai pas vraiment ressenti ça. Et simplement, je pense qu'il y a eu un petit peu de tromperie dans la promesse électorale de François Hollande,
ou de dire je veux le mariage pour tous, je veux dire, qui peut s'opposer à ça? Et je pense que les jeunes ont été très sensibles à cela et n'ont pas vu derrière tout ce qu'il y avait. Mais pour cela, il fallait lancer un débat, et un débat qui puisse s'ouvrir peut-être sur des nouvelles propositions. Là, il y a vraiment des confusions. Moi, je suis tout à fait favorable à ce qu'il y ait une union civile en mairie pour les couples homosexuels. Mais de parler de mariage, alors que le mariage, c'est autre chose, et que c'est en plus un sacrement pour certaines religions. Je veux dire, on est là dans la confusion la plus totale. Et je pense que ce débat aurait pu permettre d'avancer des solutions. Alors, deux choses. La première, sur l'union civile, je le regrette 1000 fois, mais c'était dans le projet de Nicolas Sarkozy en 2007. Il y avait l'union civile, il y avait le statut du beau-parent. On a eu une convention UMP de la famille. Nadine Morano, qui était ministre de la Famille, s'est exprimée. Et elle a dit les choses clairement. Oui, j'ai voulu présenter ce projet de loi à l'Assemblée nationale. Je n'avais pas la majorité pour le voter. Nous avions 5 ans pour le voter. Nous n'avions pas la majorité parlementaire pour le voter. Et donc, malheureusement, l'UMP, aujourd'hui, à mon sens, n'est pas crédible quand elle demande uniquement l'union civile et le statut du beau-parent. On a eu 5 ans pour le faire, on ne l'a pas fait. Ce n'est pas la faute de Nicolas Sarkozy qui avait la volonté politique de le faire, qui s'y était engagé, ni de sa ministre de la Famille qui a présenté le projet. Mais malheureusement, on n'avait pas la majorité parlementaire pour voter ce texte, et c'est l'ancienne ministre elle-même qui l'a rappelé ce matin dans une convention. Deuxième point, quand on parle de sacre... Il ne faut pas faire de débat là-dessus. Hein. Oui, c'est pas... À l'époque aussi, il aurait fallu faire un débat. C'est un peu compliqué aujourd'hui de revenir en disant notre seule proposition est une proposition qu'on aurait pu mettre en œuvre et qu'on n'a pas mise en œuvre. On peut faire notre mea culpa là-dessus, mais malheureusement, je trouve que c'est un peu léger comme argument uniquement aujourd'hui de le brandir, même si c'est une avancée. D'autre part, par rapport au sacrement, il ne s'agit pas du mariage religieux, il s'agit du mariage civil. On est dans une société laïque. Donc je ne comprends pas l'argument qui est de dire que le mot mariage gêne. Je ne comprends pas l'argument qui est de dire que... Et puis de toute façon, on ne retire rien à ceux qui veulent continuer à se marier religieusement. On ne leur enlève rien, on ne leur enlève aucun droit. On étend un droit sur le mariage civil. Sandrine Gang, vous souhaitiez réagir juste, Alexis, il y a 2 secondes par rapport à ce que disait Aurore Berger. Je suis tout à fait d'accord. Vous dites qu'il y a de la confusion, mais enfin, vous créez de la confusion en mélangeant plusieurs choses. En mélangeant effectivement mariage civil et mariage religieux. Là, on est bien dans le mariage civil. Mais c'est donc le même mot. Mais le terme n'appartient pas aux églises. C'est le même mot, donc c'est confus. Chacun votre tour, c'est plus simple. Ce terme n'est pas un terme qui appartient aux églises, c'est un terme qui appartient à la République, le mariage. Voilà, donc c'est là où on est en plein désaccord. Donc là, il y a confusion qui est entretenue sciemment entre les deux. Elle est malheureusement récente, la République. C'est une conquête justement de la République 200 ans, et de la laïcité, justement, de s'approprier cette union. Le mariage est bien plus ancien. Et la deuxième confusion qui est entretenue, c'est aussi entre le mariage pour tous et tous les problèmes qui sont liés à la famille et comment on pense la famille aujourd'hui, qui fera l'objet d'un autre texte de loi, où il faudra aussi avoir une réflexion globale sur c'est quoi aujourd'hui la famille en France, qu'est-ce qu'on entend par famille, et je pense qu'il faut déconnecter aussi ces deux sujets, et je pense que c'était une bonne chose qu'il ait été décidé que dans ce texte-là, on ne parle que de mariage civil entre deux personnes du même sexe, donc changement de loi qui me paraît indispensable dans le sens du progrès. On va parler du fond, justement. Vous allez nous expliquer chacun... un souhait, oui, mais ce n'est pas un progrès. Vous allez nous expliquer chacun pourquoi vous êtes pour, pourquoi vous êtes contre. On va rentrer un petit peu plus dans le détail, dans le fond. Juste un micro-trottoir. La rue doit-elle faire reculer le gouvernement? C'est la question que nous vous avons posée. Moi, je pense que les gens doivent s'exprimer et qu'ils doivent en tenir compte. Il y a une opinion importante. Il faut tenir compte des gens. Mais il va y avoir un débat à l'Assemblée. Je pense que ça ne va rien changer, oui. Enfin, d'après les médias, ce que j'entends. Je pense pas, malheureusement. J'ai pas l'impression. Et pourquoi, selon vous Parce que je pense qu'ils ont décidé qu'ils le feront. Je pense pas. Si ça va être fait, je pense qu'ils arriveront à le faire. Hein. Oui, moi je pense que oui. Et pourquoi? Parce que là, ils voient bien qu'il y a trop de monde qui sont hostiles au projet, donc je pense qu'ils peuvent revoir leur copie, en fait. C'est possible. Non, s'il veut passer, il passera de toute façon, qu'il y ait du monde ou pas. Et nous parlons ce soir une fois de plus du mariage pour tous avec cette manifestation qui s'annonce pour ce week-end des partisans et qui seront présents donc dans la rue, notamment Aurore Berger, vous y serez. Pourquoi vous allez défendre ce projet de loi sur le fond concrètement?
Sur le fond, alors moi j'ai fait un long cheminement aussi par rapport à ce projet. C'est vrai que dans l'absolu, et je pense qu'on peut tous le dire, on préférerait avoir une famille avec une altérité, un père, une mère, des enfants, sauf que la famille a changé. Point. Et à un moment, malheureusement ou heureusement, il faut juste prendre acte que les familles sont différentes. C'est une réalité, il faut répondre à la réalité qui existe déjà. Un papa, une maman, il n'y a que ça de mieux pour un enfant. Très bien. On fait quoi des familles monoparentales? On dit quoi aux mères qui élèvent seules leurs enfants? On leur dit qu'elles ne sont pas légitimes à les élever parce qu'elles sont seules, quelles que soient les circonstances dans lesquelles elles se sont retrouvées. On dit quoi aux enfants des familles homoparentales qui sont des dizaines de milliers? On leur dit que l'amour qui a prédestiné à leur venue dans ce couple n'est pas légitime. On leur dit que le couple que forment leurs parents, puisqu'ils sont des parents, n'est pas légitime. On leur dit donc qu'ils ne devraient pas être dans ces familles. Quel message on délivre aujourd'hui, notamment aux enfants qui existent et qui continueront à exister d'ailleurs, loi ou pas loi. Je veux dire, la loi n'existe pas et pour autant, ces enfants sont là. Donc ça veut dire que même si la loi n'était pas votée, ces enfants continueraient à être là. Il y a environ entre 100 000 et 300 000 enfants qui vivent dans des familles homoparentales, justement, avec l'un des deux conjoints qui n'a pas de statut. Qu'est-ce que vous dites à ces enfants? Eh bien justement, c'était un des points de la conversation à l'Assemblée nationale avec le député Erwan Binet, c'est qu'est-ce qu'on fait de toutes ces familles-là? Et la question à laquelle on a répondu ensemble, c'est comment on en est arrivé là? Et on en est arrivé là depuis 1966 avec la loi qui a permis l'adoption. L'adoption par une personne. Ce qui est très simple, si on veut arrêter ce problème. Mais c'est pas arrêter. C'est qu'est-ce qu'on fait pour sécuriser juridiquement les enfants qui sont dans ces familles? Traitons ce problème-là et créons un cadre spécifique à cette situation-là, mais ne permettons pas par la loi de continuer cette situation et d'augmenter de manière croissante. C'est quoi le cadre juridique? Eh bien, c'est d'abroger la loi de 66, qui était parfaitement dans les sujets à l'étude, pour interdire ces choses-là. Vous ne répondez pas à ma question. C'est-à-dire que vous dites, on veut faire en sorte que ça ne se reproduise plus. Je ne parle pas de ça. Je vous dis, ça va continuer à exister. Vous n'empêcherez jamais une femme d'avoir un enfant, par exemple. On est bien d'accord. Limite, c'est plus compliqué pour deux hommes. Mais vous n'empêcherez jamais une femme qui veut un enfant d'en avoir un. Mais vous touchez le cœur de la chose. Non, mais que faites-vous donc pour ces enfants qui sont là et qui continueront à arriver? Vous ne pouvez pas juste leur dire on va abroger la loi qui fait qu'un célibataire peut adopter et qui est d'ailleurs tout à fait hypocrite. Et qui a d'ailleurs répondu à l'époque par le général de Gaulle à une situation qui était une situation de crise, post-guerre, etc. On est bien d'accord. On est d'accord là-dessus. Oui. Mais aujourd'hui, elle est hypocrite. Et tout le monde le dit. Donc le sujet n'est pas juste abrogeons la loi qui permet aux célibataires d'adopter. C'est que fait-on, mais que faites-vous pour ces enfants qui existent? Mais on adorerait avoir ce débat. Et c'est ce qu'on a vu avec Binet. Non, mais justement, c'est de trouver cette solution-là. Je pense qu'il peut exister un statut temporaire, mais il ne peut être temporaire, c'est-à-dire temporaire, c'est-à-dire je vais traiter la situation de ces enfants qui sont dans cette situation aujourd'hui, et il faut effectivement trouver la solution. Mais le problème d'aujourd'hui, c'est qu'on est en train de lever définitivement tout obstacle, et ça va se démultiplier, et on va arriver à un problème majeur. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on vous dit que le mariage, c'est pas la solution. Vous n'arriverez pas à un problème majeur, puisque si demain il y a le mariage et que ces enfants naissent dans le cadre d'un couple marié, qu'ils soient hétérosexuels ou homosexuels, ils auront le même niveau de sécurité juridique. Donc, moi, ce que je vois, c'est que c'est pas ça l'enjeu. Alexis Biette et Sandrine Grandhomme ensuite pour réagir. Le débat existe, vous voyez, au sein de l'UMP. Et on a des positions différentes. Ce qui n'est pas le cas, malheureusement, au Parti socialiste, qui devra avoir un vote bloqué pour faire passer cette loi. On voit bien qu'il y a une volonté de la faire passer au-delà de la discussion qui a lieu entre deux représentants de l'UMP ce soir. Si on pouvait rester sur le sujet et pas refaire les discussions au sein de l'UMP, on le sait que les discussions au sein de l'UMP ont lieu. On l'a bien suivi ces derniers mois dans les médias. Au-delà de ça, pour revenir sur ce sujet, cette réaction sur ces questions, par exemple les réponses, Aurore Berger posait la question, quelle réponse on apporte à ces familles où il y a un couple homosexuel, un seul des deux parents qui a une légitimité, l'autre n'en a pas, pour avoir adopté? Moi, je pense qu'il y a toujours besoin d'un père et d'une mère. Et qu'on pense là trop au droit des adultes d'avoir un enfant. Mais est-ce qu'on se place vis-à-vis de l'enfant qui a un droit d'avoir un père et une mère? Et pour moi, cette loi, elle est le summum de la société de consommation. C'est-à-dire que vraiment, on fait des enfants une matière, une marchandise, puisque derrière, il va y avoir forcément la PMA, la GPA, forcément pour aller au bout jusqu'à l'égalitarisme voulu par le gouvernement. C'est l'objectif. Et on va arriver à ce qu'il y ait d'une part d'assécher l'adoption,
puisqu'on a des tas de pays qui vont refuser de donner des enfants à la France. Et ensuite, on va arriver à ce qu'il y ait un trafic, à ce qu'il y ait une marchandisation du ventre des mères. Il faut avoir tout ça, je pense, en tête quand on se lance dans un tel projet. Et je regrette encore, nous regrettons vraiment énormément qu'il n'y ait pas eu ce débat, mais pas uniquement entre parlementaires ou entre gens, nous aussi on est, je dirais, un peu entre gens initiés, hein, mais vraiment dans le fond de la population, qu'il n'y ait pas eu ce débat de lancer. C'est mépriser, je trouve, le peuple. Sandrine Grandgambe, et ensuite je vous passerai la parole pour parler de la question de l'adoption, justement. Voilà. Je crois qu'on voit bien qu'il y a une coupure très très grande entre vous et nous, en tout cas entre vous et moi, sur la conception qu'on a de ce qu'est la famille aujourd'hui. Et vous avez en tête un modèle qui est un modèle dépassé, qui serait un modèle qui ne pourrait... En fait, on voit bien qu'il y a une hiérarchie dans ce que vous présentez, d'un modèle qui serait le meilleur modèle, donc le couple hétérosexuel avec enfant, où par définition l'enfant pourrait s'épanouir dans ce modèle-là mieux que dans les autres. Et je pense que là, il y a une coupure idéologique de fond. Moi, je pense. L'intérêt de l'enfant d'abord. L'intérêt de l'enfant, c'est parfois d'avoir deux parents aimants. Et deux parents aimants. Non, madame. Mais non, mais désolée. C'est notre point d'écart. Je peux aller jusqu'au bout de. Le résumé à deux parents aimants, c'est pas ça. Deux parents aimants, c'est avec un enfant, c'est une famille qui a autant de valeurs et qui n'est pas hiérarchiquement moins une famille ou moins reconnaissable comme telle que. C'est une réduction, là. Non. Donc, et je pense que pour le coup, quand je parle de loi de progrès et de force la conservatrice et qui pour moi sont réactionnaires, c'est parce qu'on a une vision de la société qui n'est pas la même et je pense que vous êtes en décalage avec les attentes profondes. Alors, il y avait du monde pour manifester, c'est clair, mais il y aura du monde aussi pour manifester dimanche et je crois que vous êtes en décalage avec ce qu'est aujourd'hui la société française. Et à un moment donné, ça a été rappelé, il y a des questions de fond qui se posent et vous apportez comme réponse, comme ça pose plein de problèmes, alors on ne traite pas. Ben si, il faut traiter et traiter tous les problèmes un par un. Et notamment, à un moment donné, c'est pas dans la loi, il faut bien le rappeler, il y aura plus tard la question qui sera posée de la PMA et de la gestation pour autrui, mais qui se pose indifféremment pour tous les couples. Et il faudra qu'on pense la GPA pour tous les couples aussi. Benoît de Saint-Cernin, vous fait réagir, notamment concernant peu importe l'adoption. Hommes, de femmes, voilà, pour moi, c'est pas le problème de la nature du couple qui se pose, c'est est-ce qu'on autorise la GPA en France. Moi, j'y suis opposée, mais pour n'importe quel couple, indépendamment de... Mais on revient à cette question du mariage pour tous qui nous occupe ce soir, même si effectivement découle GPA, PMA, on l'a bien compris que tout ça c'était un dossier lié, vous vouliez l'aborder, on y reviendra si vous le souhaitez, mais Benoît de Saint-Cernin, concernant l'adoption. Voilà, j'aurais 60 réponses à vous faire, mais je vais en prendre une. Je pense que vous avez la chance, vous madame, de connaître votre père et votre mère. Vous également. C'est-à-dire celui et celle qui vous ont donné la vie. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que dans l'adoption, le problème principal, c'est que justement, vous ne connaissez pas vos origines. Une adoption réussie, c'est lorsque ceux à qui on vous a confié, parce que je rappelle que l'adoption, c'est donner une famille à un enfant, c'est pas l'inverse. Alors je pense que c'est tout le problème en ce moment des décalages dans les discours, c'est que dans le projet, on va donner un enfant à un couple qui n'en a pas. L'adoption, c'est le contraire. C'est pour ça que nous, l'association des adoptés, on monte au créneau pour rappeler ce qu'est l'adoption. Or, je pense qu'aujourd'hui, dans le projet de loi, on ne parle pas du tout d'adoption. L'adoption, c'est un enfant qui est né, qui a été abandonné et à qui on va donner une espèce de deuxième chance et une deuxième famille. Bon. Qu'est-ce qu'une adoption réussie ? C'est quand l'enfant peut parfaitement s'identifier à sa, on va dire, nouvelle famille. Moi, je sais très bien que ce n'est pas ma mère qui m'a porté, néanmoins, c'est pleinement ma mère. Et l'expression mère adoptive n'existe pas dans une adoption réussie. C'est pleinement ma mère et c'est pleinement mon père, même si je sais que biologiquement, ce n'est pas le cas. Il s'avère qu'on m'a envoyé beaucoup d'enfants dans ma situation, dont les adoptions n'avaient pas marché, dans des couples hétérosexuels. Donc, je ne précise pas homosexuels ou hétérosexuels, dans des couples hétérosexuels. Quand l'adoption ne fonctionne pas, parce qu'il n'y a pas d'identification, qu'est-ce qui se passe ? Il y a une volonté, on en a beaucoup parlé à l'Assemblée et au Sénat, d'aller rechercher ses origines. Et Erwan Binet a dit que dans le prochain projet de loi sur la famille, il y aurait un volet sur le secret des origines. Croyez-moi, ça ne représente qu'une 50aine de cas. Chaque fois que l'enfant va chercher ses origines, c'est une catastrophe. Alors vous trouverez toujours à la télé le cas de celui qui
dans 9000% des cas. Ce que je veux dire avec ça, c'est que dans les couples homosexuels, l'enfant ne pourra pas s'identifier parce qu'il va mécaniquement en manquer un, soit la mère, soit le père. Et donc, évidemment, c'est pas à l'âge de 5 ans, c'est pas à l'âge de 12 ans qu'on comprend ces choses-là. C'est plus tard. Mais oui, mais vous vous rendez bien compte. Vous vous rendez bien compte. Vous êtes là en train de dire. Vous êtes déjà en train de dire, puisque ça ne marchera pas avec les parents, on ira chez les grands-parents. Ce que je veux vous dire, madame, c'est que ces enfants, vous les privez de la possibilité de pouvoir s'identifier et de se donner une vie. Donc, mécaniquement, ils vont aller sur la recherche des origines. C'est comme si on vous demandait aujourd'hui, est-ce que vous êtes prêt à envoyer des enfants sur un terrain miné? Oui, ils peuvent passer au travers sans être blessés. Peut-être. Tous les exemples qu'on a, c'est que malheureusement, les enfants qui vont chercher ces origines parce qu'il n'y a pas d'identification, et malheureusement, les dégâts sont beaucoup plus graves. Et je pense qu'aujourd'hui, le projet va mettre des enfants où, mécaniquement, il ne peut pas avoir deux pères et deux mères. Il y a bien un moment, il y a eu une mère ou il y a eu un père. Recherche des origines, explosion de l'enfant. Voilà. C'est ça le témoignage, et c'est pour ça que nous, on monte au créneau pour dire attention, on appelle adoption quelque chose qui aujourd'hui, n'est pas de l'adoption. C'est simplement le souhait d'adultes que je peux comprendre, je comprends très bien la volonté de paternité ou de maternité, qui veulent un enfant, mais ça ne s'appelle pas l'adoption. Et c'est ça le grand danger aujourd'hui, c'est que ces enfants mécaniquement, et encore une fois, ce n'est pas à 5 ans, ce n'est pas à 8 ans, c'est beaucoup plus tard qu'on le comprend, vont se dire mais alors, d'où je viens, qui était mon père, qui était ma mère. Et là, on va droit à la catastrophe. Toute votre argumentation part de présupposés sur lesquels je ne parle pas dès le départ. Voilà, c'est-à-dire qu'on ne peut pas s'identifier à deux... je suis désolée, chacun ses qualités. Donc on ne peut pas s'identifier à deux personnes, deux parents qui seraient du même sexe. Et pourquoi? Mais d'où on sort ça? D'où vous sortez? Vous avez des analyses qui disent qu'on ne peut pas... Dans certains cas, on ne peut pas s'identifier à un père parce que tout simplement, le père ne joue pas son rôle de père. Mais ce n'est pas lié au sexe, c'est lié à la personnalité, c'est lié à la manière d'éduquer. Et je rappelle, père, même si on ne se reconnaît pas. On se construit parfois par rapport à un grand-père, parfois, pas du tout par rapport à un père, surtout si le père, ça a été dit. Quand il n'y a pas de père, alors, s'il n'y a pas de père. Oui, quand il n'y a pas de père. Et ça fait des enfants moins équilibrés, j'en suis pas sûre. Parfois, c'est même mieux. Juste, plusieurs remarques. La première, quand on dit qu'en fait, les couples homosexuels, en fait, il y aurait une sorte de marchandisation de l'enfant parce qu'on serait là pour... combler un désir d'enfant. Mais dans un couple hétérosexuel, qu'est-ce qu'il y a finalement de plus égoïste que de faire un enfant? On ne fait pas un enfant pour l'enfant qui va naître, on fait un enfant parce qu'il y a un projet parental, on fait un enfant parce qu'on a envie d'avoir un enfant, que ce soit dans un couple hétérosexuel, dans un couple homosexuel. Pourquoi dans un couple homosexuel, tout d'un coup, il y aurait que le droit à l'enfant, pas de droit de l'enfant, et dans le cadre du couple hétérosexuel, les couples hétérosexuels penseraient tous avant tout au droit de l'enfant. C'est un peu réducteur, on sait tous, je ne suis pas encore maman, mais il me semble quand même, pour l'avoir vu autour de moi, qu'à un moment on a un désir d'enfant, et que ce désir d'enfant, il est quand même assez, même s'il est construit, pensé, il peut être assez égoïste, je ne vois pas en quoi il serait différent que l'on soit hétérosexuel ou homosexuel. D'autre part, sur la question de l'adoption, je comprends les inquiétudes que vous soulevez, mais le problème, c'est que dans ces cas-là, vous pourriez juste être opposé à l'adoption. Mais vous êtes aussi opposé au mariage civil, étendu aux personnes de même sexe. Donc je ne sais pas si je ne l'ai pas encore, en tous les cas, dit maintenant, mais... À moins que... mais il me semble que vous êtes allé à une marche qui était une marche contre le mariage. Et donc il me semble qu'a priori, étant une marche contre le mariage pour tous, vous y êtes plutôt hostile. Mais je vais même être encore plus clair, parce que ça a été très brièvement, parce que le plateau va presque en fait, conclure. l'objectif du projet, sur l'aspect adoption, je parle pas du mariage, sur l'aspect adoption, très honnêtement, aujourd'hui, ce n'est pas d'aller adopter un enfant comme moi, c'est-à-dire un enfant déjà né et abandonné. Les communautés homosexuelles que j'ai pu rencontrer m'ont dit mais c'est pas ça qu'ils veulent. Ils veulent la faculté d'adoption. Comment on l'a? Par le mariage, parce que c'est automatique en France. Et après, c'est d'avoir eux-mêmes leurs propres enfants en vue d'adoption. Et c'est le cœur et c'est le fond du projet. C'est la PMA. C'est la PMA dont parlait Madame tout à l'heure. Et c'est la GPA. Et pour prendre le parallèle avec le PACS, justement pas les risques que vous évoquez. Déjà, des voix s'élevaient en disant attention, on va droit vers le mariage, l'adoption. Et vous, les socialistes, puisque c'est Elisabeth Guigou qui disait mais non, vous êtes en train d'agiter un mouchoir, etc. On est X années après, on est là-dessus. Nous, on vous dit aujourd'hui que le mouchoir qu'on agite, c'est que même si c'est pas au départ votre souhait au sens éthique du terme, on va droit vers cette PMA industrialisée et cette GPA pour les hommes. Même Erwan Binet à l'Assemblée me l'a dit. C'est marqué.
Merci à tous les quatre. Restez en plateau encore quelques instants. On va juste se rendre du côté de l'Université de Versailles-Saint-Quentin pour conclure ce plateau. Dimanche, vous le savez, ce sont les partisans de cette réforme qui feront défiler. Une association étudiante, l'association ICAR Humanitaire, demain, vendredi, propose notamment aux étudiants de se réunir, de préparer la mobilisation ensemble. Et puis, il y a également une autre association politique, celle-ci, l'UNEF. Et nous avons rencontré sa présidente. Eux aussi se chargent d'organiser une mobilisation avec les étudiants sur Saint-Quentin. Moi, je représente un syndicat étudiant et l'UNEF a fait le choix depuis longtemps de s'engager aux côtés de la cause des LGBT, puisque nous, on considère que l'égalité des droits, c'est ce qu'il y a de plus important. Donc aujourd'hui, on fait le constat qu'avec la loi actuelle, les homosexuels ne peuvent pas fonder une famille par rapport aux couples hétérosexuels, et donc ça concerne aussi les étudiants, puisqu'il y a des étudiants homosexuels. Et donc voilà, l'UNEF s'engage aux côtés de l'égalité, et comme cette organisation, le syndicat étudiant, s'engage aux côté de la cause LGBT, nous engageons aussi dans la cause contre le racisme et aussi contre le sexisme. Voilà, donc c'est une des causes qu'on défend. Aujourd'hui, on peut constater qu'en effet, il y a une partie de la population française qui a exprimé son refus quant au projet de loi du gouvernement. Moi, personnellement, ça ne me décourage pas, puisque je pense que la cause pour l'égalité est un combat qui n'est jamais terminé. Et aujourd'hui, on a la chance justement d'avoir un gouvernement qui va dans le sens de l'élargissement des droits et d'une progression des droits pour une partie de la population. Donc je pense qu'il faut à tout prix soutenir ce projet de loi. Et quant à la population qui s'est exprimée contre, je trouve ça vraiment regrettable, d'autant plus qu'on a pu assister à des dérapages, des réflexions complètement homophobes, autant de la part de la population que de la part d'hommes politiques. Et je pense que c'est inacceptable. C'est pour ça que la manifestation de dimanche prochain, de dimanche 27, c'est vraiment extrêmement important qu'on soit le plus nombreux possible. C'est pour ça que l'UNEF se mobilise également pour qu'il y ait un maximum de jeunes dans la rue et pour exprimer la vraie voix de la France qui est pour l'égalité des droits entre les hétéros et les homos. Il y a des sondages qui sont sortis et qui prouvent qu'il y a plus de 70% de la population jeune, en tout cas, puisque là je fais partie de l'UNEF, en tout cas en ce qui concerne les jeunes, il y a plus de 70% qui sont prêts à accepter ce mariage et même l'acceptation de l'adoption et de la procréation médicalement assistée. Donc oui, je pense que la population est prête pour ce projet de loi. Et puis j'ai envie de dire que à un moment donné, la loi doit aussi être initiatrice de l'égalité des droits et de toute façon, la population, je pense, oui, est prête à accueillir cette égalité. Très brièvement, pardon, et pour conclure, Benoît de Saint-Cernin, vous souhaitiez réagir juste par rapport au fait que l'UNEF en discute au sein de l'université ? Visiblement, là, dans l'enseignement, ça n'a pas l'air de poser de problème à ce qu'on appelle une manif. Or, il y a quelque temps, on a reçu une lettre du ministre de l'Éducation, comme quoi on n'avait pas à mettre dans les écoles ce débat, que c'était interdit, que machin, etc. C'est différent. Enseignement supérieur. Là, visiblement, ça a l'air d'être différent parce que c'est la fac. Oui, bah oui, c'est différent. Aurore Berger rappelé, elle est bien placée pour en parler. C'est que l'UNI le faisait aussi. Mais heureusement qu'il y a une conscience politique et syndicale qui fonctionne dans l'enseignement supérieur, et c'est bien que les jeunes aient envie de s'engager. Ils sont majeurs, ça change aussi beaucoup. Une toute dernière question. Ils étaient entre 300 000 et 800 000, ça fait une grande fourchette, voire 1 million il y a 15 jours à manifester. Si vous êtes moins nombreux ce week-end, ce sera un échec symbolique ? Non, on n'est pas dans des courses aux chiffres, ça n'a pas beaucoup de sens. On a manifesté en décembre. L'idée, c'est à un moment donné d'aller exprimer une opinion. Après, on sait bien qu'on est sur des comptabilités délirantes, où on sort des chiffres on ne sait pas trop où, et ça devient un peu d'ailleurs problématique, quelle que soit la manifestation et qui manifeste, d'avoir des chiffres dans tous les sens on a assez étonnante qu'on n'arrive pas dans ce pays à savoir combien on a de personnes dans une rue. Donc c'est pour ça que je crois qu'il faut arrêter dans ces polémiques-là. En tout cas, on verra ce week-end. Il y avait du monde il y a 15 jours, il y aura du monde dimanche, je peux vous l'assurer. Merci à tous les quatre d'être venus débattre sur ce plateau et puis deux autres informations qui concernent toujours ce mariage pour tous, puisque nous sommes dans les Yvelines. À l'UMP, je vais citer le point de vue d'Henri Guénaud, député de la 3e circonscription. Il demande un référendum. Il est devenu la tête d'affiche de l'entente parlementaire pour la famille qui réunit 217 députés et sénateurs. Il va publier un livre également contre le mariage gay qui sera publié le samedi 25 janvier. Une cinquantaine de pages disponibles en kiosque. Le titre n'est pas encore révélé. Et puis toujours dans les Yvelines, l'une des alliées de l'UMP, Christine Boutin, avec le Parti chrétien-démocrate, également conseillère générale du canton de Rambouillet, qui a publié l'ouvrage « Tous unis pour le mariage » avec une préface de Jean-Frédéric Poisson, député de la 10e circonscription des Yvelines. Une fois de plus, merci à vous quatre. On aura l'occasion d'en reparler. Organiser cette petite table ronde.
Et c'était pas la première, j'invite d'ailleurs les téléspectateurs à revoir toutes nos émissions, toutes ces séquences sur notre site internet. Dans un instant, la chronique de l'économie, auparavant du sport et cette mauvaise nouvelle pour le club de Montigny-le-Bretonneux qui devait affronter le PSG en Coupe de France féminine. Le match est reporté mais pour le mercredi après-midi, difficile pour le coach du club amateur local de mobiliser ses joueuses en pleine semaine. Ce match devait être une fête pour tous les Igny-Montins. Mais ce 32e de finale de la Coupe de France de football féminin entre Montigny et le PSG se transforme en calvaire. Suite aux fortes chutes de neige, les terrains de football yvelinois sont impraticables et le stade de la Coudre n'y échappe pas. Programmée à l'origine ce dimanche 27 janvier à 14h30, la rencontre est d'abord reportée par la Fédération française de football au mercredi 30 à 14h30 aussi, puis finalement à 20h. La déception igny-montaine est grande. Aujourd'hui, c'est plus une fête parce que mettre un match à 14h30, c'est aberrant. Pour les filles, parce que les filles travaillent, on n'est pas des pros, elles travaillent, elles terminent à 18h, voire 19h le soir. On va composer parce que là, j'ai pas de terrain, les terrains sont fermés, on va s'entraîner en salle, on va aller faire des footings et on va essayer de trouver une solution. J'ai une semaine pour trouver une solution et trouver des filles aptes à jouer mercredi prochain. Les tribunes du terrain d'honneur du stade de la Coudre resteront vides. La rencontre va devoir se jouer sur le terrain synthétique du club, seule surface jouable. Du côté igny-montain, on crie au favoritisme. Les dates de report proposées par le club saint-quentinois, le 3 et le 10 février, ne convenaient pas au Paris Saint-Germain. Alors tout simplement, il se trouve que ce sont des semaines internationales et que voilà, nous avons beaucoup d'internationales. On ne peut pas présenter une équipe contre Montigny. Voilà, ces dates-là. Donc il est tout à fait normal que la fédération trouve une date en dehors des dates. Les filles de Jean-Dany Grosset auront en tout cas une motivation de plus pour renverser l'ogre parisien mercredi soir lors de ce choc classé à risque.